passe la parole à monsieur Samba. Alors, moi je suis Lusamba, Jeff. Alors, j'interviens pour faire une proposition. Je l'ai déjà entendu, mais je vais essayer un peu de corroborer ce qui a été dit. Je propose que dans la salle, on puisse faire des propositions concrètes, hein, puisque ce n'est pas seulement les intervenants qui ont des choses à nous dire par rapport à ce qui doit être notre façon de réfléchir. Et je pense que si les organisateurs sont d'accord, on pourrait, dans la salle, ce que les propositions à faire concrètes puissent les faire, par rapport à qu'est-ce que nous devons faire. Ça nous permet d'un peu d'avancer. Et je voulais dire aussi, par rapport à tout ce que j'ai entendu, il y a des gens qui étaient avec nous ici, bien entendu. Ça fait longtemps qu'on lutte contre Mobutu, après on lutte contre ceux qui sont là. Est-ce qu'on va continuer éternellement? Parce qu'il y en a qui me donnent l'impression que c'est Kabila le problème. Mais si demain Kabila part, qu'on se retrouve encore ici en train de lutter contre je ne sais pas qui encore, donc ça veut dire qu'on n'aura pas avancé. On n'aura plus du sur place. Donc le vrai problème, c'est de savoir comment faire pour chez nous avoir des institutions stables, des gens qui pensent au bonheur du peuple. Si on est là, parce que nous avons une petite aisance matérielle, je peux dire, nous qui sommes ici, c'est parce qu'on se rend compte que dans notre pays, les gens sont pauvres, il n'y a rien qui se fait là-bas. Et on peut le prouver que rien ne se fait là-bas, et quelque chose qui montre que le pays est en train d'avancer. Alors, donc le vrai problème, c'est nous, les Congolais, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous si faibles devant l'argent, en fait? Les gens qui étaient avec nous ici, s'ils sont là-bas, que maintenant, ils aspirent... ils sont inspirés par les oripeaux du pouvoir, ça veut dire que nous avons en nous quelque chose qui fait que nous soyons si malléables et si malveillants, je ne trouve même pas des termes pour qualifier ce que nous sommes. Alors, commençons par travailler sur notre être pour pouvoir demain proposer des gens dignes de ce nom qui pourront prendre ce pays, être des visionnaires, avoir un vrai projet pour le pays. Ce qui nous manque, c'est le vrai projet, la vision pour le pays que nous n'avons pas. Alors, est-ce que nous pouvons dans la salle ici faire des propositions concrètes? Chacun, celui qui a des propositions, fait des propositions. Moi, j'en ai en tout cas, mais je le ferai après. Voilà. Merci, M. Samba. Madame Peka, Joël. Tout a été dit, en fait, j'avais juste deux petites phrases qui me sont sorties. Surtout après monsieur le colonel. Donc, j'ai écrit, donc, la première chose à changer, c'est l'ambition gargantuesque de nos politiciens qui se mangent entre eux au moindre charme européen ou international. Et deux, la population est rarement citée dans les débats, sauf pour dénoncer leur massacre, utilisés en pâture pour justifier nos actes de la prise d'un pouvoir destructif et non constructif et d'ensemble. Voilà. Alors là-dessus, c'est vrai que moi, je suis en train de faire au Congo une solution qui pour moi, en tant que femme, est normale, puisque ayant des enfants, l'éducation, le travail, le respect des droits au travail humanitaire et surtout essayer d'amener mon expérience administrative, puisque j'ai été conseillère communale et que je travaille à l'Union européenne dans l'administration et que je vois bien comment c'est la hiérarchisation, pour moi c'est ça. C'est aussi avoir une administration qui peut, en temps voulu, travailler sans les politiques, comme l'a fait ici la Belgique pendant 2 ans. Donc pour moi c'est ça, c'est la construction, l'éducation, la conscientisation aux droits. La population doit savoir quel est leur droit, parce que quand je descends là, et je descends régulièrement, je suis pas, comme vous dites, aisée, donc je prends les transports en commun, je prends tout ce qui est esprit de vie, esprit de mort, je suis dehors à pied, en train à minuit, en train de me déplacer, et je vois la population. Malheureusement, quand elle me voit, elle me dit toujours « retourne d'où tu viens », parce qu'elle pense toujours que, justement, la diaspora vient encore leur prendre leurs droits. Donc voilà, pour moi c'est ça, essayer de trouver quelqu'un qui veuille ne pas courir après l'argent, mais courir après les droits de la population.
donne la parole à Gisèle. Gisèle Mangaïla. C'est vrai que j'entends, enfin, je voudrais d'abord saluer nos panélistes, parce que c'est vraiment d'un niveau très très élevé et je voudrais vous remercier pour ça. J'entends en même temps la salle dire, voilà, bon, on est en train de philosopher, de mêler des réflexions, mais je pars du principe que avant d'arriver à des pistes de solutions, il faut d'abord faire une analyse de la situation. Et c'est exactement ce que nos panélistes sont en train de faire. C'est de faire d'abord une analyse de la situation et au terme de cette analyse-là, alors viendront les pistes de solutions. Mais en même temps, quand j'entends aussi la salle, j'ai l'impression qu'on met un peu les charrues avant le bœuf. On nous parle de problèmes administratifs, on nous parle de problèmes, il est vrai, d'éducation et tout ça se tient, mais nous sommes dans une période de crise. Il faut quand même savoir aujourd'hui, le que nous sommes en train de traiter, c'est quelles sont les pistes de solution face à la crise actuelle. Dès lors qu'on sortira de cette crise, les autres questions que l'on parle lingala à l'école ou qu'on valorise nos langues viendront après, une fois que les institutions seront installées. Aujourd'hui, nous sommes vraiment face à l'urgence. Et c'est face à cette urgence-là qu'il faudrait venir avec des pistes de solutions. Monsieur tout à l'heure a fait la remarque que nos panélistes philosophaient, et vous aviez des pistes de solutions, mais vous avez vous-même philosophé aussi. Donc, ma question aussi, vous aviez des pistes de solutions. Donnez-nous alors éventuellement des ébauches de pistes de solutions que nous traiterons alors en atelier. On va les approfondir en atelier pour venir après en séance plénière avec ces pistes de solutions. Mais lancez déjà ces pistes pour nous permettre en fait de prendre la mesure et de pouvoir les débattre en atelier. Nous sommes là, mais je pense que les analyses cette matinée c'est essentiel pour qu'on arrive à comprendre, et je voudrais vraiment saluer les colonels parce que ce qu'il nous a fait, ce n'est pas il a retracé le passé, mais en même temps il nous met dans le présent et il nous prépare à l'avenir. Est-ce que sommes-nous prêts? Par exemple, moi je donne une piste de solution. Il faut une troisième voie, quelqu'un qui sortira peut-être de la diaspora, ou peut-être quelqu'un qui sortira du pays, qui n'est ni de la majorité ni de l'opposition, quelqu'un qui est capable de porter. Sommes-nous prêts, nous de la diaspora, à mettre 1 euro sur un candidat que nous porterons? Ça, c'est déjà une solution. Si nous faisons ça, nous aurons des moyens pour permettre à ces candidats d'être indépendants et de pouvoir mener la campagne comme cela se fait au Congo. Dans le contexte congolais, il faut donner, mais en même temps, si on est prêt à mettre 1 euro, c'est une proposition, 1 euro pour un candidat, sommes-nous prêts à le faire? Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Et maintenant, je vais donner la parole aux intervenants. Une observation. Oui, mais... Oui, 2 minutes. Eh bien voilà, une dernière. Oui. Mon colonel, je m'adresse à vous dans mon observation. Il y a des images qui ont choqué le monde. On a désarmé les troupes nationales dans les casernes militaires congolaises. Ça signifie que le peuple congolais n'a plus l'impérium. Vous, en tant que... Parce qu'aujourd'hui, Kabila, on peut faire partir à la seconde près, on met quelqu'un d'autre, même de la diaspora ou du Congo. Est-ce que cette personne aura l'impérium? Parce que nous n'avons pas parlé de ça. Or, c'est un problème capital, le problème de l'impérium. Est-ce que le peuple congolais a l'impérium du pouvoir aujourd'hui dans notre pays? C'est pourquoi je m'adresse au colonel. Dans nos réflexions, essayons de réfléchir à ce point-là. Le problème de l'impérium. On peut changer, on peut même mettre 3 présidents au Congo. Le pays est sous occupation. Avant de réfléchir aux candidats, réfléchissons d'abord comment déraciner le mal, l'occupation. Voilà, merci. Je donne la parole à M. Bafoua. En fait, ce n'est pas tout à fait un complément. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas l'habitude de micro. Et moi, j'ai compris, peut-être parce que j'ai l'habitude de le fréquenter, j'ai compris que... Pardon? Je m'appelle Loakale Oubengay Bafoua. J'habite Genève. Alors, donc, moi j'ai bien compris les 2 intervenants, parce que j'ai l'habitude de les fréquenter, et je pense qu'ils ont répondu à l'essentiel qui nous réunit ici. J'aimerais vous donner un exemple avant qu'ils n'interviennent. Et
j'ai assisté à la thèse de doctorat du docteur... j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Et c'était en 1983 à Neuchâtel, Ndioko, le professeur docteur Ndioko. C'était en économie. Et il parlait, dans sa thèse, il accusait pourquoi le Congo est sous-développé, il continue dans le sous-développement. Il parlait de causes externes. Et le professeur Kern, qui est déjà mort maintenant, il disait, les étrangers sont au Congo, c'est que les Congolais veulent qu'ils soient. Et je ne vois pas la différence quand j'assiste à tous nos colloques qu'on organise, qu'on essaie de faire avancer l'idée, je ne vois pas la différence. Et j'entends bien le discours répondant donc du colonel et de maître Moulamba, et j'ai l'impression qu'on ne saisit pas, puisqu'on revient à la même chose. Et on lui a posé, et il a posé la question au public, nous sommes en 1983. Quelle est la plus grande faiblesse des Congolais? Quelle pourrait être leur force? Il a dit qu'il ne répondait pas aux questions, il a dit qu'il donnait un exemple de la Suisse. La Suisse a connu la royauté, enfin la royauté, le pouvoir dans l'ancien régime, et que la Suisse a connu la guerre civile entre les protestants et les catholiques, les radicaux et les conservateurs. Et il dit, aujourd'hui la Suisse est gouvernée à la fois par ceux qui ont été humiliés hier et ceux qui les ont humiliés aujourd'hui. La Suisse gouverne avec les progressistes, soi-disant, je ne sais pas, faibles, et elle gouverne aussi avec les extrémistes. Il dit, la force pour pouvoir avancer, c'est mettre toutes les énergies ensemble. Pourquoi je fais cette intervention? C'est parce que notre grande faiblesse, pour moi, ce sont nos divisions. Ce qui pourrait être notre force, c'est la cohésion. Mais si chaque fois qu'il y a une étape pour aller vers ces rassemblements, il y en a qui surgissent pour s'attaquer à ça, dire que c'est nous qui pouvons apporter des solutions, on n'avancera jamais. Donc, hier, c'était Lumumba. Après la table ronde, quand il est au pouvoir, il est contesté, trahi par ses compères, éliminé. Aujourd'hui, nous continuons la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'aimerais qu'on réponde, que peut-être les intervenants réussissent à répondre à cette question. Quelle est la plus grande faiblesse des Congolais? Quelle pourrait être la plus grande force des Congolais? Et comment on peut faire pour que les bases qui ont déjà été posées par les uns puissent être renforcées par les autres. Merci. Merci, M. Bonfoy. Locali. Voilà. Maintenant, c'est le tour des intervenants. Je vais répondre et conclure. La diaspora est sommée de présenter des solutions concrètes sur terrain au Congo, la crise actuelle. De quelle diaspora parlez-vous? Vous avez parlé des diasporas. Cette question est pertinente et je voudrais enfoncer le clou avec la remarque de M. Bonfoy, la dernière. L'unité et la cohésion des Congolais dispersés à travers l'Europe et les Amériques et l'Asie. Est-ce que ce séminaire ne peut pas être le lieu de la réflexion sur quel type d'action et par qui, par quels acteurs de la diaspora? Je sais que cette question nous taraude depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Comment faire la cohésion et l'unité pour avoir une même centrale de réflexion et d'action qui s'appelle la diaspora congolaise? La CCE est en train d'éviter et d'essayer de devenir la toile de fond pour que toutes les forces de part et d'autre puissent arriver à parler à l'unisson. Et là-dedans, la grande faiblesse que nous avons détectée, c'est la guerre de chef et la guerre du leadership. Est-ce que nous pouvons vaincre cette velléité de concurrence pour la cause de la nation? Gisèle, merci d'avoir répondu, parce qu'on ne peut pas mettre les bœufs devant la charrue.
On ne peut pas mener une action sans réflexion. Il faut réfléchir, les actions. Et là, le mot que j'avais dit au début, c'est que nous nous trouvons dans une période de crise aiguë, une période de révolution. Ce qui fait que l'urgence s'impose d'une certaine façon et qu'on perd de vue que ce qui va être pérenne et qui devra aider le pays, comme la stabilisation, le développement, le progrès, ça s'écrit dans la durée. Et de distinguer alors entre les phases, entre ce qui peut être fait dans l'urgence, c'est quoi par qui, ce qui peut l'être dans le moyen et ce qui peut l'être dans le long terme. Alors, je suggère ce que j'avais déjà dit dans la phraséologie de la philosophie du droit ici, j'ai dit la centrale de réflexion et d'action. Nous avons dit, en terminant, Maître Maï disait que le problème, ce n'est pas le départ, ou pas le départ de Kabila ou de quelqu'un d'autre, mais de savoir, celui qui vient, est-ce qu'il aura des mains libres pour travailler pour l'intérêt de son pays? À cette question ardue, nous disons, ça ne sera pas possible tant que les pions ne se seront pas déplacés. Et lui a dit qu'il y a moyen de pouvoir réfléchir aujourd'hui à des possibilités pour pouvoir nous libérer un tant soit peu de ces cartons du néocolonialisme américain d'abord, et puis occidental. Moi, je suggère, parce que la préparation des élections et leur tenue est un problème qui demande de l'argent. Et aujourd'hui, on nous a dit que ça ne sera peut-être pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Parce que ce que nous donnons, 54 milliards dans l'année, c'est beaucoup trop par rapport à ce qui est exigé pour la tenue des élections. Cette idée, je l'ai donnée en 2011 à Genève, tu étais là, toi aussi tu étais là, constituer une centrale économique et financière, où nous disons, pour ce mois-ci, chaque Congolais de la diaspora cotise tant pour financer les élections. Oui, ça ne sera pas peu, et nous ne voyons peut-être pas directement ce que ce geste peut contenir comme révolution. C'est-à-dire, c'est de nous défaire de ce lien de ceux qui ont toujours financé et qui le font à conditionnalité. Et qui vont mettre demain ceux qui nous dirigent et qui travailleront pour payer à l'échéance à ceux qui les ont placés là. Parce que cette idée de pouvoir faire une caisse qui soit prête à intervenir pour financer le processus électoral. Dans la même ligne d'idées. C'est là géré par qui va se les combler avec l'argent. Mais vous êtes derrière des gens qui savent gérer dans leur caisse familiale. Mais vous, on vous mettra caissière, tiens. On vous mettra caissière. L'expertise pour la question de contrôle de tout le matériel technique, détermination des dates et kits et tout cela, il y a parmi nous des experts en cette matière. Que nous présentions ici et maintenant une banque de données où nous présentons à disposition cette expertise pour la réalisation des élections. Je termine par une dernière idée. Je crois que quand le Congolais marche dans la rue à Kinshasa, il ne nous attend pas. Il n'attend pas le mot d'ordre de diaspora. Mais ce Congolais est en train de vivre et de nous impressionner en nous mettant devant une révolution incalculable, ce qu'il se rapproprie le processus de démocratisation de son pays, mettant à nu et en débandade les politiciens de tous bords. Est-ce que nous pouvons alors appuyer cet effort-là et l'intensifier? Madame a parlé, j'étais très heureuse, c'est la première fois que je vous vois, du travail qu'elle est en train de faire là-bas sur le plan de l'éducation, de la formation. C'est pour cela que j'avais, dans mon tralala, présenté l'idée de la mise sur pied d'un observatoire international pour la transition démocratique avec un œil spécial d'enquête, d'éducation, d'accompagnement, éducation n'aime pas trop parce qu'on connaît pour les enfants, de formation et d'accompagnement du peuple dans l'éclairage et l'information de sa conscience pour le rendre optimal et à même de suivre les gestionnaires. Merci bien. Je vais tenter de donner quelques explications sur les questions qui ont été posées ici. Mais j'aimerais avant tout préciser une chose. Vous pouvez faire de très belles propositions aujourd'hui. Vous pouvez avoir de très belles stratégies aujourd'hui. Mais rien ne vous rassure que demain, les mêmes solutions ou les mêmes stratégies vont jouer. En politique, l'analyse est continuelle. On doit analyser la situation politique chaque jour. Donc, l'essentiel, je pense que
les Congolais doivent apprendre à mettre en place des structures de réflexion. Par exemple, nous ne sommes pas venus pour faire des propositions parce qu'il y a des ateliers. Nous, on donne des pistes, comment faire pour arriver à des solutions. Et quand bien même, certaines propositions, certaines stratégies vont pouvoir sortir de ces ateliers, il n'est pas dit qu'une stratégie ne peut pas changer. Parce que la situation politique au Congo peut changer dans une journée. C'est comme le temps à Bruxelles. Hein. Vous pouvez connaître dans une seule journée à Bruxelles 3 saisons. C'est comme la politique au Congo. Quand j'étais petit, on apprenait une chanson à l'école primaire. Nous sommes vigoureux, nous voulons étudier parce qu'au Congo, la situation change de temps en temps. Il y a plusieurs années en arrière. Et c'est la même chose aujourd'hui. M. Kitenge, journaliste, vous dites que vous avez l'impression que les Congolais, on les fait travailler comme ils ont travaillé du temps de l'opposé jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas minimiser la conscience nationale congolaise. Il ne faut pas non plus minimiser le peuple congolais. Les Belges se sont rendus compte pendant la colonisation combien de fois il y a eu de soulèvements populaires pendant que les Belges étaient en train de gouverner, dans les conditions que vous connaissez. Donc le peuple congolais est capable de se mettre debout et de dire, de chercher ce qu'il veut, tailler ses voix. N'oubliez pas, nous avons des exemples, ce sont les gens là. Ce que les Belges avaient vécu, Mobutu l'a vécu aussi. C'est pour cela que je dis, il n'y a rien qui justifie que l'AFDEL vienne au pouvoir pour chasser Mobutu, parce que Mobutu a été déjà chassé par le peuple congolais, il n'habitait même plus Kinshasa. Voilà comment on a habillé cette histoire. Nous voulons venir chasser Mobutu du pouvoir. Et les Congolais ont cru. Moi, je n'ai pas cru. Personnellement, je n'ai pas cru. C'était les manœuvres pour pouvoir tromper. Dire que, bon, voilà, on vient chasser, parce que quand on dit on vient chasser Mobutu, tout le monde sera d'accord. Mais il n'y avait plus Mobutu à chasser. Quand il est venu, venant de Nice, vous l'avez tous vu, moribond. Et la CIA avait déjà des précisions à partir de la Suisse qu'il n'en a plus pour longtemps. Mais combien de temps il nous faut pour pouvoir comprendre les manœuvres de cette communauté maléfique, diabolique, qui nous a toujours cherché des ennuis depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc le peuple congolais est capable de se soulever, comme il a fait dernièrement, le 19 et le 20. Mais un soulèvement populaire, donc l'opinion publique en tant que force politique, souvent considérée par les gouvernants comme une force amorphe. Mais quand cette opinion se met debout, vous pouvez venir avec les armes, ce n'est rien. Mais moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que maintenant, l'opinion publique congolaise est debout. Comment faisons-nous pour pouvoir la maintenir, pour enfin qu'il puisse aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire changer les choses au Congo? Donc, respectons notre peuple et cherchons à l'accompagner dans son combat. Ça, c'est notre devoir. Monsieur le professeur, quand vous parlez de solutions concrètes, en tout cas, ce n'est pas nous qui devons donner des solutions concrètes. C'est nous tous ici qui devons chercher ça. Parce qu'il y ait un consensus. C'est ça, ça ne découle pas. Nous balisons le chemin pour la réflexion et puis nous allons trouver des solutions ensemble. Je suis content de voir qu'il y a Jeff qui dit qu'il a des propositions. Et chacun de nous doit avoir des propositions. On va pouvoir les discuter et prendre ce que nous devons prendre. Mais avant de proposer, est-ce que nous connaissons réellement ce qui se passe chez nous, dans notre pays? C'est ça le problème. Évidemment, vous avez des problèmes avec les visas, mais vous êtes français. Vous avez fait un choix. Quand je vais au Congo, je ne prends pas de visa, je suis toujours congolais. Je ne suis pas suisse, moi je suis congolais. Et j'aime être congolais.
Mes enfants sont devenus suisses français, tout ça. Mais moi, je suis congolais. Mais je ne vous condamne pas. Hein? Et, bon, peut-être que demain, il y aura beaucoup plus de circulation quand les choses vont aller mieux. Quand vous parlez de langue. Mais ça, c'est le pouvoir en place qui doit prendre une telle décision. C'est le pouvoir en place, avec de nouvelles institutions au Congo, révolutionnaires, qui vont venir, qui vont pouvoir décider de ce que nous devons faire. N'oubliez pas que nous avons laissé venir l'ennemi avec toutes ces armes. Les armes qui n'étaient pas toutes très bonnes. On a ramené au Congo les gens qui n'ont jamais été à l'école. Et il y en a qui occupent de grandes fonctions. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur demander? Mais comment on peut changer ça? Vous pensez que ce sont les Rwandais, les Ougandais, les Américains qui sont venus changer les dispositions constitutionnelles pour qu'on change pour que l'élection présidentielle se fasse à un seul tour? Mais ça, c'est une décision qui a été prise par les Congolais dans l'Assemblée du Congo avec les opposants, et ils étaient là. Mais personne n'a parlé, encore moins à l'étranger. Pourquoi on a fait ça? Parce que d'un côté, je réponds à une autre question. La corruption, c'est la monnaie courante de quelqu'un qui n'a pas une valeur intrinsèque, qui ne connaît pas ce que c'est que la différence entre un bien public et un bien privé. Vous ne pouvez pas trop lui demander. Alors ce sont ces gens qui sont là aujourd'hui. Évidemment, il y a aussi des intellectuels congolais qui sont corruptibles. Et ça, c'est très dangereux. Oui, vous m'interpellez. Bon, d'accord. Mais bon, mais quand il posait des questions, vous lui alors, je vais vite, très vite. On ne peut pas changer les comportements. On peut changer les comportements de politiciens, mais ça, il faut une éducation de la masse. Les partis politiques véritables, ils ne font plus leur travail. Un parti politique doit apprendre à porter au peuple la formation, l'instruction sur les choses publiques, sur la manière de se comporter. Et cette histoire a cessé d'exister chez nous. Donc, demain, il faut que les choses changent. Il est grand temps de proposer des choses concrètes. Quand vous parlez toujours, vous voulez être président demain, vous en avez le temps, moi je n'en ai plus. Mais, même la diaspora qui veut, je reviens sur ça parce que plusieurs fois c'est revenu, la diaspora peut être une force, pourquoi pas? Mais la diaspora congolaise n'est pas organisée. Ils ne sont pas organisés. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Je dis toujours la même chose. Et quand ils font le bruit, et puis ils se retrouvent dans les gouvernements de Kabila Laurent, et ils changent de Kazakh. Non. Et puis ceux qui sont là. Mais Kabila, même le Kabila qui est là, est-ce que c'est une force politique? Kabila n'est pas une force politique. Mais qui font la force politique de Kabila? Mais ce sont des Congolais. Ils sont là. Parfois, moi, je me suis dit, mais si un jour, vous pouvez vous préparer à cette stratégie, moi, je vous aiderai à mettre en place une stratégie. Comment faire pour pouvoir combattre tous ceux qui ne sont pas dans la ligne de sauver le peuple congolais? Mais les méthodes, je connais. On peut mettre en place une structure comme ça. Quand vous allez aux États-Unis, des Ku Klux Klan, il a fait ça. Et la nuit, les gens étaient jugés. On peut le faire au Congo. Mais bon, Madame Baka, je suis content de voir ce que vous faites sur place. Beka plutôt. Félicitations. Moi, je suis aussi sur le terrain, sur le plan éducation populaire. J'ai un institut de formation en droits humains. Je me bats là-bas pour porter aux Congolais, depuis des années, certaines choses qu'ils ne connaissent pas sur les droits de l'homme. Et pour le moment, nous sommes même dans une stratégie pour pouvoir chercher comment enseigner les droits de l'homme au niveau des écoles primaires et secondaires. Hein? Mais ce n'est pas facile. Hein? Je viens de faire
un séminaire de formation des formateurs en droits humains au Congo. On m'a chassé là où j'organisais le séminaire. Dieu merci, j'ai trouvé une salle ailleurs et ça a été fait. Mais c'est que vous faites très bien. La formation peut aider le peuple congolais pour aller de l'avant. Madame Madaïla, nous devons cotiser, mais il faut mettre les choses en route. Mais on ne peut pas faire la politique, que ce soit au Congo ou ailleurs, sans argent. Voilà, là on a... La transition avec ou sans capital. Mais Michel Famba, vous parlez de l'impérium, vous parlez un peu comme Tshisekedi, l'impérium. Je l'avais vu en 2013, 2 ans après son élection. J'ai dit, où est-ce que vous en êtes avec l'impérium? Il dit, il est déjà là. En fait, l'impérium, c'est quoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure. L'exemple que vous venez de donner, on a désarmé les Congolais. Je vous dis que ça, c'est une situation réelle. Il n'y a pas d'armée au Congo. Mais cela ne veut pas dire que les Congolais ne peuvent pas s'organiser pour faire ce qu'on a fait là. Et, bon, réfléchissons. Il y a moyen de faire changer les choses. Mais est-ce que vous acceptez, par exemple, demain, c'est plus facile pour trouver une stratégie, même pour maîtriser ces gens qui sont là. Mais réfléchissons. Moi, je pense que le problème, c'est que nous devons réfléchir et réfléchir sur le point bien précis. Hein? Et après, on peut trouver des stratégies qu'on peut améliorer chaque jour. Merci beaucoup. Merci.